Dans une dizaine d'années, pour les gens qui prendront du retard dans le combat contre le climat, on parlera de crime contre l'humanité. Les gens ne se rendent pas bien compte de ça. Les mots sont forts, là, ceux que vous employez. Crime contre l'humanité ? Mais bien sûr, il s'agit d'une menace vitale pour la vie sur la planète. D'accord, elle est sur un millénaire. Mais c'est tellement lourd, c'est tellement difficile à endiguer. Et d'ailleurs, les spécialistes, le groupe international d'études du climat, GIEC, ne parlent pas d'endiguer, ils parlent de limiter. Et tout l'objet, c'est de savoir si pour le seul 21e siècle, le nôtre, celui qui commence, on arrivera à limiter le changement climatique à une moyenne de 2 degrés centigrades sur l'ensemble de la planète. Si on fait ça, c'est déjà catastrophique, c'est déjà 100, 110, 120 millions, dit-on, de futurs réfugiés climatiques qui fuiront sans savoir où aller, etc. Mais le plus probable, c'est qu'on n'y arrive même pas, et que ce soit pire. Donc il vaudrait mieux bouger. Comment en est-on arrivé à la déclaration carbone en France? Comment en est-on arrivé là? En partant d'un consensus. En partant d'un consensus, c'est vrai, à partir d'une situation difficile. Malheureusement, elle est compliquée, il me faut un tout petit peu de temps pour la décrire. Allez-y. Bon, c'est dans les années 60 et 70 que les chercheurs commencent à rendre évident que la Terre se réchauffe, que c'est dangereux, et que dans les responsabilités de ça, il y a notamment les émissions de gaz carbonique qui aggravent l'effet de serre. Faut comprendre que si la Terre renvoyait la chaleur qu'elle reçoit dans l'atmosphère, on crèverait tous et on serait à moins 30 ou moins 40 comme la plupart des planètes dans l'atmosphère. C'est l'atmosphère autour de la Terre qui bloque le renvoi de chaleur reçu du Soleil et qui permet qu'elle reste dans notre voisinage. Mais cet effet de serre, il faut qu'il soit dosé. Et si on renvoie trop de gaz carbonique, il va s'aggraver et là, la chaleur va devenir à peu près insupportable. Vers 1988, c'est l'ONU qui bouge, pas les nations. C'est très intéressant déjà. Les gouvernements, ils entendent parler les scientifiques, ils ne font rien. L'Organisation météorologique mondiale, un truc dont personne n'entend parler jamais et qui nous donne simplement des infos sur le climat, décide en commun avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la plus petite, la dernière née, la moins puissante des grandes agences, des petites agences de l'ONU, de fonder en commun un groupe international d'études sur le climat. Le fameux GIEC. Le fameux GIEC. Et ce GIEC va faire travailler 1100, on ne sait plus très bien, scientifiques d'un peu tous les pays pour que le diagnostic soit partagé. Et il y arrive petit à petit. L'unanimité chez les climatologues. Les géologues, Claude Allègre et quelques autres, contestent, mais la science parle, et les climatologues, eux, ils sont à peu près unanimes. Et ils nous disent cette menace que je viens de rappeler. Et on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Là-dessus, je lance, moi, en 1989, l'appel de la haie, dans le cadre de 24 gouvernements de nations importantes, il y avait à peu près tout le monde, sauf les Russes, les Chinois et les Américains, mais juste en dessous, Brésil, Japon, etc., etc., 24, disent, il faut renforcer les mécanismes de l'ONU pour combattre contre le changement climatique. Tout de suite après se réunit la conférence mondiale de Rio, qu'on a appelée le sommet de la Terre. À Rio, on fait un acte important et on signe la convention cadre des Nations Unies contre le changement climatique. CNUCC. Qu'est-ce qu'elle dit, cette convention? On se réunira tous les ans. Ça va s'appeler les conférences des parties, COP. Copenhague était la COP numéro 15. Et on prépare la 16e pour Cancun, qui va être très bientôt. Et on prépare donc une conférence, ça va être la 4e ou 5e, qui va être à Kyoto, 1997. Et Kyoto dit, Kyoto est convoqué sur le thème, il faut absolument faire quelque chose. La majorité des nations sont d'accord pour faire une taxe pour dissuader la production de gaz à effet de serre. Panique aux États-Unis. Ils aiment pas l'État, ils aiment pas ce qui est public, ils aiment pas ce qui est international, et ils adorent le marché. Et la voiture. Et ils inventent, et la voiture. Mais ils inventent un système qui est, on va inventer des permissions d'émettre, définies en volume, et puis ces permissions d'émettre, qu'on va appeler des quotas, on pourra les vendre et les acheter. Il y aura un marché des quotas. Alors, les gens hésitent, réfléchissent, ça paraît bizarre. Il vaudrait mieux passer à une taxation qui soit franchement dissuasive. Mais comme les États-Unis veulent pas de taxation,
tout Kyoto finit par dire vaut mieux se rallier à leur système, peut-être qu'ils vont l'adopter. D'où Kyoto vote le principe d'un système de quotas. Les États-Unis refusent de ratifier et cassent presque tout. L'Union européenne, brave fille, presque un peu naïve là-dedans, est la seule à suivre et décide quand même d'accepter chez elle, de mettre en place chez elle un système de quotas. On met 4 ans à le négocier, il est en place en 2005. Il marche. Il concerne qui? Il concerne les producteurs d'énergie et les producteurs de matériaux. Parce que pour faire du ciment ou de l'acier, pour faire du béton ou de l'aluminium, ou du verre ou du plastique, il faut énormément de chaleur. Le système marche depuis 2005. Mais il couvre pas le reste. En France, ce système couvre 40% des producteurs de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Les autres, c'est tout le reste de l'industrie, c'est l'agriculture, c'est nos transports, c'est nos bagnoles, c'est notre vie quotidienne. C'est tout le reste. C'est tout le reste. La Suède, courageuse, ça fait 10 ans, met une taxe carbone. Très lourde. Progressivement lourde. Elle commence petit comme on avait voulu nous. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'elle en est à 100 € la tonne. Donc c'est possible.